Bonjour à tous. Voici ce qui reste du réduit de Daesh. C'est en tout cas ce que montrent ces images exceptionnelles obtenues par l'AFP TV. Ces images tournées dans le réduit syrien de Baghouz. Derrière ces images, derrière cette victoire annoncée contre de la coalition occidentale avec l'appui des forces démocratiques syriennes contre Daesh, il y a une polémique. Elle vient de cet article, publié dans un premier temps dans la revue de la Défense nationale, avant d'être retiré. Elle est signée du colonel François-Régis Légrier. Vous voyez la thèse s'afficher. Nous avons détruit massivement les infrastructures et donné à la population une détestable image de ce que peut être une libération à l'occidentale, laissant derrière nous les germes d'une résurgence prochaine d'un nouvel adversaire. Le colonel Légrier, artilleur de formation, qui dirige la Task Force Wagram en Irak et qui était à ce titre associé à l'opération, a-t-il eu raison? A-t-il eu tort sur le fond comme sur la forme? C'est la question qui déchire la communauté de défense en ce moment. C'est la question qu'on va se poser tout au long de cette émission. Et on va se poser une autre question, en tous les cas on vous la pose. Pensez-vous que la guerre contre Daesh est durablement gagnée? C'est la question qu'on vous pose ce matin sur Twitter. #Figaro Live, #les décryptes. تفصلنا بين الجبهة وعناصر داعش أمتار قليلة. طبعا متواجدين بهاي المنطقة، بعض الأحيان يحاولون المدنيين يتقدمون ياخذون أكل منا، بس في قناص للدواعش قاعد يستهدفهم فيرجعون لورا. يعني تقريبا ما ظل عندهم غير المخيم، يعني مساحة جزء مربع أقل من 500 متر. حركة ما لهم نهائيا أو سيطروا إنه يقاتلون بشكل نهائي. يعني اختصرت الحرب معاهم انه هم خسروا، يعني هسه هم يستنون بس انه مجال انه يسلموا نفسهم. Bonjour Isabelle Lasserre. Bonjour. Isabelle Lasserre est une des expertes des questions stratégiques au service international du Figaro. Vous présentez en alternance avec Alain Barluet le Talk Stratégique, une émission spéciale à retrouver sur Figaro Live. Et vous venez de signer ce livre passionnant que je vous recommande, Le réveil des armées, c'est chez Lattès. Apparemment, sur cette affaire, le réveil est douloureux. Isabelle, que reproche-t-on vraiment au colonel François-Régis Légrier? Écoutez, je crois qu'on lui reproche, ça dépend, je pense que là, les intervenants suivants en sauront davantage que moi, mais on lui reproche en gros d'avoir critiqué la manière dont la guerre occidentale, c'est-à-dire à la fois américaine et aussi française, parce que la France y participe, en Syrie. On lui reproche de s'être prononcé pendant qu'il était encore en opération, ce qui en général ne se fait pas. Alors, il y a une question qu'on peut se poser, que je pose à vous qui avez quand même suivi pendant longtemps les questions de défense, et votre dernier livre en atteste, c'est que comment on peut laisser passer une tribune pareille, c'est-à-dire écrite par quelqu'un qui est encore en opération et qui critique apparemment l'opération qu'il a menée. Bah, écoutez, c'est assez simple, puisque le chef d'état-major actuel aujourd'hui, le général Lecointre, ne cesse de dire depuis qu'il est aux manettes que la parole doit se libérer, que les officiers non seulement peuvent mais doivent s'exprimer, et que, par ailleurs, de plusieurs armées qui sont des armées alliées, comme je pense par exemple à l'armée américaine, pratiquent ce type d'exercice, qui est un exercice à la fois critique et de respiration permanente depuis très longtemps. Donc en théorie, cette époque où les officiers ne pouvaient pas s'exprimer est résolue. Mais ça, c'est une chose. Mais donc ça, c'est le fait qu'il ait écrit. Voilà. Sur le fond, moi je pense qu'on peut. Ça, c'est pas l'armée qui forcément enfin, en tout cas, elle n'a pas communiqué là-dessus, mais on peut lui reprocher Enfin, moi je trouve que ce qu'il dit dans son article n'est pas tout à fait pertinent. C'est-à-dire que, par exemple, il dit en gros, si on fait la guerre, il faut mettre davantage de troupes terrestres assumées. Aujourd'hui, on n'arrive plus, on se donne pas suffisamment les moyens. Mais moi, je prendrais juste deux exemples. C'est celui de l'Irak et l'Afghanistan, où les armées occidentales ont mis des troupes terrestres
massivement et le résultat n'a guère été probant. Alors on peut aussi se dire qu'on n'a pas forcément assez bien fait les choses, qu'on n'a pas laissé les troupes suffisamment longtemps. Mais c'est vrai que la comparaison doit forcément être faite. Il y a une autre chose, c'est que quand on fait la guerre contre l'État islamique en Irak, elle se fait à la demande du gouvernement irakien de Bagdad, qui mène en fait la lutte avec les troupes locales, et qu'en Syrie, c'est exactement le contraire. Elle se fait contre le régime, et c'est vrai que c'est pas du tout la même situation et que c'est pas facile de mettre des troupes sur le terrain quand on n'est pas appelé par le régime. Et par ailleurs, dernière chose que je voulais dire, des troupes terrestres sur le régime, il y en a, puisqu'il y a les forces spéciales et qu'elles ont fait quand même des troupes terrestres françaises, il y en avait, voilà, puisqu'il y avait des forces oui. spéciales. Ça, c'est un des aspects de la critique d'ailleurs du colonel Légrier. Il critique également l'artilleur. Donc lui, il est en charge, comme il est chef du corps du 68e régiment d'Afrique, qui est basé à la Valbonne, dans l'Ain. Il a été en charge donc, de la Task Force Wagram et également de ces nouveaux canons de nouvelle génération, César. Et il critique le suremploi, dit-il, de l'arme aérienne. Il y a une autre critique qu'il fait. Il critique les méthodes de la coalition menée par les États-Unis. Et on a craint, à ce moment-là, que cet article mette de l'huile sur le feu dans une relation, disons, complexe déjà avec Washington. La relation de la France et de Washington, elle est d'autant plus complexe que depuis l'annonce du retrait prochain américain en Syrie, la France est complètement coincée, en fait, prise entre deux faux. C'est-à-dire qu'en fait, la participation à la guerre américaine en Syrie contre l'État islamique, du côté français, moi, elle m'apparaît davantage comme une guerre politique et symbolique. Hein. C'est-à-dire c'est la participation. C'est vrai qu'après le Bataclan, il devient très compliqué de ne pas mener cette guerre contre l'État islamique. On a eu des otages pendant très longtemps. C'est très compliqué. En même temps, la France ne veut pas s'engager davantage sur le terrain au niveau terrestre. Enfin, on peut le critiquer ou pas le critiquer. Est-ce qu'on en a les moyens? C'est aussi une question. Mais à partir du moment où les États-Unis se retirent, la France se retrouve toute seule, et c'est là qu'il y a quelque chose d'assez compliqué, enfin plutôt au niveau des personnes. En fait, on est à la fois autonome et en même temps, on ne l'est plus, parce que il est très compliqué de poursuivre la lutte contre l'État islamique sans les Américains, c'est impossible. Et si je vous suis, le fait qu'il y ait cet article qui était publié à ce moment-là gênait un petit peu les manœuvres pour dire aux Américains, mais on a besoin de vous, restez pour qu'on continue à mener la guerre avec vous sur place. Moi, j'ai surtout l'impression que si cet article n'avait pas été retweeté, tweeté, menacé, enfin censuré, retiré du site je pense qu'il serait passé totalement comme une lettre à la poste et qu'il n'y aurait pas eu de scandale. Alors, je peux me tromper, mais c'est quand même l'impression... C'est la communication qui a eu autour qui a créé l'affaire. À l'arrivée, moi, ce qui me gêne le plus, c'est que je trouve que la communication n'a pas forcément été la meilleure. C'est-à-dire que pour moi, enfin en tout cas, je ne sais pas, mais l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on a davantage communiqué sur est-ce qu'il fallait que ce colonel écrive ou non, et on n'a pas assez communiqué sur le fait que ce qu'il disait n'était pas forcément pertinent. Et je trouve qu'il y a eu un défaut de communication. Alors d'où il vient? C'est mon opinion personnelle. On va peut-être poser la question au responsable de la communication de l'état-major des armées, qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous et qui a accepté d'être présent avec nous. On va lui poser la question. Juste une toute dernière question, mais qui reprend un petit peu ce que vous avez dit. Il y a un internaute du Figaro qui s'appelle Thierry et qui nous dit « Le haut commandement ne veut pas risquer la vie de ses fantassins au sol. Il préfère donc une guerre plus longue, plus coûteuse, mais avec moins de risques humains pour les soldats. » Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je pense qu'il est super compliqué de dire avant si une guerre va être courte ou si une guerre va être longue. À chaque fois qu'on annonce des guerres courtes, on s'aperçoit qu'elles sont toujours beaucoup plus longues. Et il n'est absolument pas dit que la guerre aurait été plus facile et plus courte si on avait mis des soldats en masse sur le terrain.
Merci beaucoup Isabelle. Est-ce que vous souscrivez, est-ce que vous êtes intéressé par ce que dit Isabelle et vous continuez à lui poser des questions? Je salue plus exactement ceux qui nous ont rejoints, Pal, Jean, Jérôme, Gianni, Sylvie, qui nous font leurs commentaires et qui nous posent leurs questions. On y reviendra dans une deuxième partie. En attendant, je vous recommande d'aller vous précipiter, même si vous regardez cette émission sur Internet, pour vous acheter ce livre, Le Réveil des armées. C'est le dernier livre d'Isabelle Lasserre et il est chez Jean-Claude Lattès. Le plus dur, c'est d'arrêter la lecture, en fait, quand on l'a commencé, ce qui m'est arrivé hier, et ça a été mon souvenir le plus douloureux de hier soir. Et donc, je me réjouis de pouvoir reprendre la lecture tout à l'heure, mais je vous la recommande. On se pose une autre question. Aujourd'hui, la France peut-elle gagner la guerre, contre Daesh peut-elle durablement être gagnée? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #FiorLive, #lesdécrypteurs. Vous répondez non à 85%. Eh bien, dites-nous pourquoi. Pourquoi vous pensez cela? Pour l'instant, on s'est posé une autre question. Quelle était la situation en Syrie, et en particulier dans cette fameuse poche d'Adjin? C'est cette bataille pour la reprise de cette localité qui a été analysée par le colonel Légrier. Et c'est ce qui a donc provoqué, ce qui avait suscité cette tribune et provoqué la polémique derrière. La situation, en tous les cas, sur place, même après la reprise de cette localité, n'est pas très bonne, en tout cas au plan humanitaire. C'est ce que révèle et ce qu'affirme le haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés. On l'écoute. Syria, where we are deeply concerned about the situation in the northeast of the country. There are reports of mounting civilian casualties and a large-scale civilian displacement amid renewed fighting in the Hajin enclave in Deir ez-Zor governorate in the east of Syria. In the past 6 months, the clashes and airstrikes in this part of the country forced about 25,000 people to flee. It is estimated right now that some 2,000 people remain in the conflict-affected area of Hajin. Bonjour, colonel Patrick Stégère. Bonjour. Vous êtes, d'abord merci d'être avec nous, vous êtes la voix officielle de l'état-major. Est-ce que vous confirmez l'info de notre confrère de l'opinion, Jean-Dominique Merchet, qui affirme que le colonel Légrier écopera donc pour cette tribune de quelques jours d'arrêt? Je ne suis absolument pas en mesure de le confirmer parce que je ne connais pas le résultat. Je peux vous confirmer, c'est qu'effectivement le colonel Légrier a fait l'objet d'un processus de sanction qui a d'abord pour vertu de lui permettre de s'expliquer. Et s'expliquer devant qui? Devant les autorités militaires en charge des opérations, et notamment le chef d'état-major des armées. Donc il a été reçu. Après, quelles sanctions exactement il a eues? En fait, je ne suis pas fondé, moi, à le savoir, parce que c'est une affaire de confidentialité entre l'autorité qui punit et celui qui est puni. Il sera puni? Je peux vous dire que j'en sais rien. Il a été reçu. Et on sait ce qui s'est dit dans le... Quelle a été son explication? Quelle était sa défense, si j'ose dire? Non, ça je ne sais pas non plus. Toujours est-il, et vous confirmez, que donc, il a été reçu en vue d'éventuelles sanctions. Pourquoi sanctionner le colonel Légrier? En fait, par rapport à cet article, le premier qui se pose, c'est un problème de... Enfin, il y en a deux. Il y en a un qui a trait au fond de l'article, que je qualifierais de manque de discernement, notamment sur certains jugements, de jugements qui sont faits pour certains à la va-vite, certains qui sont faussés du fait qu'il est en opération, ce qu'on comprend parfaitement par ailleurs. Et quand on est en opération, et c'est justement ce à quoi le chef d'état-major des armées Vous contestez le fait qu'en opération, on ait la lucidité nécessaire pour faire l'analyse de ce qu'on est en train de faire? Alors, on peut faire l'analyse de ce qu'on est en train de faire, ce qui n'est pas du tout le fond de l'article du colonel Légrier. Le colonel Légrier, finalement, ne parle pas du tout de ce qu'il est en train de faire. Il parle de ce que les autres font. La sagesse, le discernement, c'est quand vous êtes en opération, quand vous êtes dans l'immédiateté de l'action, vous restez à votre niveau de compétence opérationnelle dans lequel il y a déjà énormément de choses à dire. Et c'est ce précisément à quoi moi j'invite tous ceux qui partent en opération à faire. Est-ce qu'on ne risque pas d'être justement poursuivi pour dire voilà ce qu'on est en train de faire et donc on divulgue des secrets d'opération? Après, justement, dans cette communication qui est spécifique sur les opérations, il y a deux règles d'or. La première, c'est respecter le secret de l'opération, c'est-à-dire notamment nos intentions, ce qu'on va faire, le plan, c'est-à-dire quelle est la phase suivante. Ça, c'est des choses qu'on n'annonce jamais. Le deuxième principe, c'est de ne jamais mettre en jeu la sécurité du personnel, raison pour laquelle on ne dévoile pas nos modes d'action, nos façons de faire. Donc ça, ce sont les règles qui ont trait à cette communication. Ensuite, elle s'inscrit... Ce qui rend difficile de pouvoir parler sur la propre opération qu'elle est en train de mener. On peut en parler. Et il y a des prédécesseurs de colonel Légrier qui sont venus témoigner, notamment au point presse du ministère, de leur action. Il y avait énormément de choses à dire. Après, la difficulté, c'est ne pas trahir l'opération en cours. Et quand on revient,
il faut aussi avoir la sagesse et le discernement de ne pas considérer que toutes les règles, maintenant c'est fini, et qu'on peut parler de tout ce qu'on a fait, sans prendre en compte le fait que vous avez un successeur sur place. Je comprends et j'entends tout à fait ce que vous dites. Néanmoins, et Isabelle l'a souligné tout à l'heure, on a du mal à comprendre quand même cette réaction de l'état-major. On a l'impression qu'il y a une contradiction avec un discours officiel qui est tenu par son chef, votre supérieur, le général François Lecointre, dans les colonnes même du Figaro, le 17 janvier 2018, avec cette tribune publiée notamment par Figaro Vox, « Oser écrire pour renouveler la pensée sur l'action militaire ». Ce qu'on se dit, c'est que Légrillé a osé, et contrairement à la devise du premier RPIMA de Bayonne, il a perdu, il n'a pas gagné. Alors, il y a peut-être une phrase qui lui a échappé dans la tribune, qui est de prendre le temps de tirer les enseignements. Prendre le temps. En fait, dans les reproches envers le colonel Légrillé, que je ne compte pas clouer au pilori, moi je trouve que c'est dommage tout ça. C'est dommage pourquoi ? Parce qu'il n'a pas pris le temps. Le temps de vivre son opération, il rentre d'opération, il en tire des enseignements. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est ce qu'on attend, à vrai dire. Dans le briefing auquel il a eu droit, comme tous les commandants de task force qui s'en vont en Irak et ailleurs, briefing que je fais moi, je les invite justement à prendre le temps de réfléchir, d'avoir un témoignage et qui va justement faire œuvre utile, parce que ça, même y compris des constats ou des questionnements, c'est faire œuvre utile. Là, c'est la forme sous laquelle c'est fait, et le fait surtout en fait, de mettre sa hiérarchie en porte-à-faux en n'en tenant personne au courant, alors qu'il a tous les canaux disponibles pour le faire. Si effectivement la stratégie ne le convient pas, c'est une question de convenance, mais il ne se reconnaît pas là-dedans, ça le heurte, ça lui pose un vrai problème dans la conduite de sa mission, il a le devoir d'en rendre compte. Or, il ne rend pas compte, il fait une tribune après, en parallèle, et donc il y a un vrai problème de cohérence quelque part, et entre une attitude, et notamment c'est ce qui, quand il présente en février son dispositif à la ministre en particulier, ce problème avec la stratégie qu'il évoque dans la tribune n'est absolument pas là. Donc effectivement, ça pose un problème. Sur le fond, le colonel Légrillé reproche le suremploi de l'armée aérienne. Il n'est pas le seul. Un petit voyageur qui est internaute du Figaro, c'est un pseudonyme, nous dit « Les dommages collatéraux sont monstrueux avec l'aviation. La France le sait dans la chair. » Allusion à la campagne de juin 40. Sur l'histoire sur ça. Je ne sais pas ce que suremploi veut dire. L'autre thèse... Mais je veux dire pourquoi. D'accord, bah alors dites-le moi. Suremploi, c'est-à-dire à quel moment vous tracez la norme. Suremploi par rapport à quoi? Ce qu'il faut voir dans cette campagne... Donc ce que vous me dites, c'est que l'armée aérienne n'a pas été suremployée. Elle a été employée en tout cas. Elle a été employée, mais en combinaison d'autres actions. Vous avez... Et ce qu'il dit, c'est que parfois, il y a des bombardements, il y a des infrastructures qui sont détruites, des gros dégâts qui sont faits, et d'un autre côté, les combattants, les personnes que l'on combat arrivent souvent, et on l'a vu sur d'autres terrains, arrivent à se cacher, à se carapater et à s'enfuir, notamment dans les tunnels. Bon, ça, c'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce qu'on on est tous convaincus du fait qu'effectivement, un seul moyen ne suffit pas. L'arme aérienne à elle seule ne suffit pas. C'est pour ça qu'il y a à la fois l'armée aérienne, il y a aussi l'artillerie au passage, il y a également et surtout l'action qui est menée au sol par les forces locales. Donc c'est une combinaison de tout ça. Alors précisément, sur cet autre aspect, c'est un autre aspect qui critique. Il aurait fallu envoyer, selon lui, des militaires au sol, autres que les forces spéciales et autres que les forces locales, qui auraient été plus efficaces que les forces kurdes, donc qui se sont battues face aux djihadistes. Je vous livre cette remarque d'un autre internaute du Figaro, Thiès, qui dit « Au Mali, c'est l'armée française elle-même qui a chassé les djihadistes et l'affaire a été rapidement réglée avec beaucoup moins de victimes collatérales. Au Mali, on rappelle, il y avait l'aviation, bien sûr, mais il y avait également les troupes au sol. On est monté jusqu'à 4000 et même certains chiffres disent 5000. » Le principe, le ressort essentiel de la stratégie tel qu'il a été choisi, validé en 2014, celui-ci a commencé en 2014, c'était d'appuyer des forces locales à la reconquête de leur propre territoire. C'est ce qui fonde la cohérence de tout ça. D'accord, ça c'est le principe qui a été dit. Oui, mais est-ce que justement, le fait, si on avait envoyé des forces françaises au sol, est-ce que ça n'aurait pas été plus efficace militairement? C'est la question qui est posée. C'est une bonne question. Après, ce qu'il faut voir, c'est que ça crée d'autres difficultés. Il y a un précédent avec les Américains en Irak de forces occidentales présentes sur ce théâtre-là. Il y a également, il faut s'interroger sur les conséquences en termes d'utilisation par la propagande, notamment de Daesh, qui est très active. On parlait de communication, et donc la communication sur les opérations, à différence d'autres, nous, on est obligé de tenir compte du fait qu'en face, il y a quelqu'un, il y a un ennemi qui utilise à peu près tout ce qu'on fait. Donc voilà, donc il y a tout ça à raisonner. Il faut revoir également, peut-être, le contexte dans lequel se trouvaient les armées en 2014.
et effectivement les moyens dont elle disposait, ce qu'elle pouvait faire. Les moyens étaient moindres. C'est surtout qu'en 2014, vous avez Serval qui est devenu Barkhane, vous avez l'opération Sangaris, l'opération Licorne n'est pas terminée, l'opération Daman continue toujours. Ça, ce sont les données. Après, quel est le fondement exact de la décision? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y avait déjà tout ceci à faire. Et au passage, ce qui a été fait pour les envoyer au sol. Mais ce qui a été fait aussi, il y a quand même des troupes au sol. Encore une fois, les troupes locales, c'est quand même leur faire injure de dire qu'on serait allé plus rapidement. Et il y a eu toute une action cohérente qui consistait à les former, à les reformer pour les troupes irakiennes en l'occurrence, et les appuyer. Et c'était d'abord une des missions d'ailleurs de la Task Force Wagram. Oui, mais précédée d'au moins 2 ans par les aviateurs. Par les aviateurs. Merci beaucoup Patrick Stégère pour ces réponses et pour votre présence ici. Il y a d'autres troupes au sol, vous ne me le confirmerez pas, mais on sait qu'il y a également des forces spéciales françaises sur place. Pensez-vous que la guerre contre Daesh est durablement gagnée? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter. #Figaro Live, #les décrypteurs. Alors en première ligne, on l'a dit sur ces sujets, il y a Florence Parly, la ministre aux Armées a été la première à réclamer haut et fort des sanctions. Et si la pression du politique était aussi ce qui empêche de parler de militaire? C'est une question qu'on va peut-être poser à un homme qui a dû quitter l'armée pour continuer à écrire, le colonel Michel Goya. Puisqu'on parlait de Florence Parly, voici ce qu'elle déclarait sur l'avancée de la coalition. Lorsque le président Trump dit que Daesh est mort, nous considérons qu'aujourd'hui, si le califat territorial n'est plus ce qu'il était en 2014, lorsque Daesh était à la tête d'un quasi-État, aujourd'hui cet État est réduit à peau de chagrin, mais il reste encore une poche dans laquelle les djihadistes de Daesh sont centrés, sont repliés, et nous considérons que ce travail-là doit être terminé. Et je salue Jean-Paul qui nous dit qu'il n'a pas de questions sur ce sujet, mais qui fait une remarque pertinente. Ça fait 20 fois qu'on nous annonce la bataille finale contre Daesh. Et justement, c'est pour ça qu'on vous pose cette question, Jean-Paul, ce matin. Est-ce que cette bataille contre Daesh et cette guerre est durablement gagnée? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #les décrypteurs. Et vous nous dites, et vous continuez à poser vos questions, parce que cette remarque était tout à fait pertinente. Et je salue également sur le chat du Figaro, Dart, qui nous demande où sont les armées européennes. On va y revenir dans une deuxième partie, mais je me réjouis, je salue la présence du colonel Goya sur notre plateau. Alors on vous doit d'avoir pu lire la tribune du colonel Légrillé, merci, moi c'était sur LinkedIn, grâce à vous. Sur le fond, est-ce que vous êtes d'accord avec le colonel Légrillé? Est-ce que c'est la question un peu qui se pose ce matin et qui a été soulevée tout à l'heure par Isabelle? Est-ce que, on parlait de la guerre en Irak, mais est-ce que par exemple après 10 ans de guerre en Afghanistan pour la France, plus de 80 morts dans l'armée française et au moins 1000 blessés, est-ce qu'il est pertinent de dire qu'il aurait fallu envoyer les fantassins français au sol en lieu et place des combattants locaux? Eh bien, je pense que oui. Pas forcément en lieu et place, même pas du tout d'ailleurs, mais à leur côté, oui, incontestablement. D'abord, il faut distinguer plusieurs formes de guerre, plusieurs formes opérationnelles. On parle de l'Afghanistan, on parle de l'Irak. La première phase, qui était une phase conventionnelle en Irak en 2003, c'est parfait techniquement, militairement, c'est parfaitement bien passé. Première phase en Afghanistan également, si justement il y a eu quelques unités, quelques bataillons américains supplémentaires, peut-être que Ben Laden aurait pu être capturé dès cette époque. Dans les grottes de Tora Bora. Exactement, et la guerre aurait pris une autre forme. Je rappelle qu'au Mali, effectivement, aussi, nous avons envoyé 4 bataillons de combat aux côtés de forces africaines, et que les bases, le sort de califat dans le nord du Mali a été éliminé en quelques semaines. Au Mali, c'est vraiment en lieu et place des forces locales. Non, il y avait des contingents africains qui étaient de l'autre côté. Le contingent qui tchadien. Sont venus après, dans un deuxième temps. Non, le contingent tchadien, par exemple, a subi des pertes. Certes, mais qui n'étaient pas là dès début janvier 2013. Maintenant, voilà. Donc il y a la conquête des villes, planter des drapeaux, conquérir, et puis après il y a ce qu'on peut appeler la contre-insurrection, c'est-à-dire contrôler des populations, traquer. Ça, c'est une autre forme de guerre, c'est totalement différent. Et alors, c'est là où on ne comprend pas ce que dit le colonel Légrillé, parce que justement, la contre-insurrection, ça exige qu'il ne faut pas que la présence, la libération, entre guillemets, soit vue comme une occupation de troupes étrangères. C'est tout l'enjeu d'une contre-insurrection. Donc on ne comprend pas pourquoi il faudrait des troupes françaises au sol dans ce cas-là. Encore une fois, il n'est pas question que des troupes françaises occupent
l'Irak ou une partie de la Syrie. Il est question de reconquérir un territoire, de détruire un territoire, ce qui, au passage, ne mettra pas fin à la guerre contre l'État islamique. On débouchera sur une autre forme de guerre qui est complètement différente. Mais dans ce cadre-là, bien sûr que des forces occidentales, américaines, françaises, auraient grandement facilité les choses. N'est-ce pas caricatural, je reviens sur un autre aspect de la polémique et de la thèse donc, du colonel Légrier, n'est-ce pas caricatural de dénigrer les bombardements de l'aviation en laissant entendre que des canons au sol, même de nouvelle génération, de très bonne qualité, qui sont les canons César, auraient fait un travail plus efficace, moins sanglant? Non, là, en fait, tout ça rentre dans la même catégorie en réalité. Entre des avions ou des obus de canons, on reste dans le domaine des feux, des frappes, de l'appui. Chacun de ces éléments a des qualités et des défauts, évidemment. Donc je pense que là, pour le coup, c'est un débat qui est un peu plus technique et je pense qu'il est un peu faux. On aurait pu engager d'autres moyens d'appui, des hélicoptères d'attaque, par exemple. C'est cette complémentarité qui donne, évidemment, beaucoup plus d'efficacité. Sur la forme, on reproche au colonel de s'être livré à des considérations stratégiques qui ne sont pas de son niveau. Et c'était notamment un petit peu ce que laissait entendre le colonel Steger avant. C'est son allusion notamment à la critique de l'ascendant américain. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, oui, sur le fait de faire une analyse pendant l'opération, c'est certainement pas une bonne idée. Il faut le faire incontestablement après, avec du recul. Maintenant, il a parfaitement le droit. Dans le numéro précédent de la revue de la Défense nationale, vous avez un général qui fait également une analyse des modes opératoires qui sont utilisés dans cette guerre. Il n'a pas été censuré, lui, au passage. Maintenant, oui, il est tout à fait dans son rôle de réfléchir, d'analyser ce qu'on appelle l'art opérationnel, la manière dont les moyens sont employés. Pas forcément le pourquoi stratégique, politique, ça c'est pas effectivement c'est pas lui de critiquer. Maintenant, c'est un peu ce qu'il fait quand même dans cette tribune. Non, on parle boulot, on parle professionnel, on parle emploi des forces. Il critique pas le fait qu'on ait engagé la guerre contre l'État islamique, par exemple. La censure des militaires comme prélude au désastre, c'est le titre de votre tribune au Monde. Vous y allez pas un peu fort, Michel Goya? Il faut quand même l'avouer, un colonel en activité, en poste, sur un terrain de guerre, sur lequel il est en train de publier, qui critique la stratégie sans que les supérieurs ne puissent lire le texte, on n'avait jamais vu ça. Bien sûr qu'on a vu ça. Enfin, sur le terrain, pas forcément, encore une fois, je ne pense pas que c'était une bonne idée, mais je pense qu'il avait anticipé que l'article serait publié après son retour. Maintenant, bien sûr qu'il faut... les problèmes de publication aussi, malentendu de publication. Oui, certainement, mais c'est pas le plus important. Ce qui est grave, en revanche, c'est que l'article a été censuré par le politique. D'abord, tactiquement, je dirais, c'est très maladroit parce que désormais, c'est l'article certainement le plus lu de la revue. Donc, le meilleur moyen de faire connaître quelque chose, c'est d'essayer de l'étouffer. Et puis ensuite, parce que le message était effectivement extrêmement mauvais. Analyser, c'est forcément critiquer de manière positive, c'est-à-dire apporter des éléments concrets et pour essayer de faire les choses autrement. Vous pensez que la parole politique, que le politique bâillonne un peu trop la parole militaire ? Ça dépend des moments. Alors là, c'est un peu l'historien qui va parler. À l'heure actuelle, ces dernières années. Oui. Ça dépend. Moi, lorsque j'étais en activité, j'ai écrit quand même un certain nombre de choses. Parfois, ça posait pas de problème. Puis parfois, il y avait ça dépendait aussi des personnalités. Ça dépendait beaucoup des personnalités en réalité politiques. Il y a certaines qui étaient beaucoup plus rétives à l'expression des militaires. Et là, on est dans ce cas-là, actuellement ? Oui, clairement, oui. Merci Michel Goya pour vos réponses. Les vainqueurs, comment la France a gagné la Grande Guerre ? C'est votre dernier livre, c'est chez Talandier. Oui. Alors, s'il est comme les précédents, il est passionnant. Donc, on ne peut que recommander sa lecture. Quelles sont les dernières nouvelles du front ? Ça, c'est une question qui nous est un peu posée, qui revient. Eh bien, je vous propose d'écouter ce qu'en disent les acteurs du front, ces fameuses forces démocratiques syriennes, en tout cas l'un des porte-paroles qui s'exprimait hier même et qui donnait donc les dernières nouvelles sur la bataille de Baghouz en Syrie. بالفعل قواتنا تحركت في 6 مساء باتجاه أيضا كان هناك قصف بسلاح المدفعية لتحصينات
الإرهابيين داخل الباغوز. هناك قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين. لم نتأكد من تحرير الباغوز وإنهاء الوجود العسكري المسلح للإرهابيين. الأرقام متضاربة والصورة حقيقة غير واضحة. نتوقع وجود ما عدده 1000 إلى 1500 إرهابي داخل الباغوز. Colonel Steger, je voulais avoir quand même une de vos réactions. Ce que disait le colonel Goya tout à l'heure, c'est que un mois avant que la tribune du colonel Légrillé ne soit publiée, un général avait publié un article sur justement la situation. Comment on explique le fait qu'il y ait pu avoir cette publication et après il y a un problème sur la publication? C'est pas parce que l'un est colonel et que l'autre est général. C'est que le général en question s'appelle le général Chollet. Le général Chollet, il a été le représentant national français dans l'opération. D'ailleurs, c'est le premier qu'on ait mis en poste à ce niveau-là. Il faisait partie du commandement de la coalition. Et il a pris le temps, justement, encore une fois, c'est ce à quoi invite le SEMA. C'est bien si les militaires nous écoutent qu'ils aient bien compris ça. Il ne s'agit pas de ne pas s'exprimer, il ne s'agit pas de craindre une quelconque censure. Il s'agit de le faire avec discernement et au bon moment. Le général Chollet, il a écrit ce qu'il retenait, lui, à son niveau, de ce qu'il comprenait de cette opération. Et donc sur le fait de s'exprimer de cette façon-là, en ayant pris le temps, la mesure et d'émettre un jugement pondéré, c'est-à-dire d'être à la fois productif et constructif, rien ne s'y oppose, bien au contraire. Merci pour cette réponse. Un commentaire? Je suis d'accord. Maintenant, l'article du colonel Légrillé aurait pu faire aussi l'objet d'un autre article par la suite, aurait pu faire l'objet d'un débat, d'une vraie réflexion collective. En tous les cas, il a eu lieu dans les colonnes du Figaro et je vous recommande l'article et le reportage d'Adrien Jolmes qui est allé à Baghouz, qui lui, à l'inverse du colonel Légrillé, explique qu'il était difficile de faire autrement. Et puis, il y a également une réponse à l'article d'Adrien par le responsable de la Guilde du Raid, Yves de Varin, qui, lui, défend la thèse du colonel Légrillé. Donc, tout ce dossier est à retrouver sur le Figaro.fr. Il n'en reste pas moins, il y a beaucoup de commentaires qui sont faits, mais qui tournent autour du scepticisme qui est affiché, du scepticisme des internautes, comme le montre notre question Twitter, la réponse à notre question Twitter sur le fait que la guerre est durablement gagnée contre Daesh. Sylvie fait cette remarque, et colonel Goya, sans les États-Unis, c'est quand même compliqué de faire cette guerre. C'est compliqué, c'est aussi compliqué parce qu'on a choisi aussi le mode opératoire des États-Unis, très clairement. Ce sont les Américains qui, effectivement, font globalement 80% du travail de la coalition. La France représente à peu près 5% de l'action globale de cette coalition. Donc oui, dans ce mode opératoire, et c'est un des problèmes que l'on peut souligner aussi, c'est-à-dire que là, on s'applique sur une méthode américaine, spécifiquement, et sans avoir les moyens des Américains. Donc forcément, on se condamne à avoir une place relativement réduite. Isabelle ? Oui, mais je pense que c'est aussi compliqué au niveau diplomatique. Et on peut se souvenir à cet égard de ce qui s'est passé en août 2013, quand, suite à une attaque chimique dans la banlieue de Damas, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France devaient intervenir contre le régime syrien, et qu'après la Grande-Bretagne, les États-Unis ont fait défection et se sont retirés au dernier moment de cette opération punitive, et que la France a dû, elle aussi, baisser les bras. Je ne juge pas l'opération sur le fond, ni ce qu'elle aurait donné. Voilà. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, au niveau politique et diplomatique, la France estime qu'elle n'est pas en mesure d'agir sans les Américains, et qu'aujourd'hui, être une puissance européenne, donc occidentale, seule à frapper dans un pays au Moyen-Orient, c'est sans doute prendre des risques que Paris ne peut pas assumer. Les Américains annoncent donc qu'ils se retirent de la zone kurde, de la zone syrienne où ils étaient. La France, qu'est-ce qu'elle va continuer? Est-ce que la France reste là où elle est implantée officiellement, et est-ce qu'elle continue Ce n'est pas exactement le sens des dernières déclarations des responsables politiques américains, si je les ai bien suivis. Après, qu'est-ce que va faire la France? Je ne suis pas fondé à le dire. Ensuite, est-ce qu'il y a des discussions militaires? La réponse est oui. Pour une raison simple, c'est que certes, on est peut-être, je ne sais pas si c'est 5 ou 6%, toujours est-il que le deuxième contributeur de la coalition, c'est nous. Et que la France, effectivement, est présente aussi bien dans l'appui aux forces locales que dans leur formation.
C'est ça qui a été fait depuis maintenant plus de 4 ans. Là, on est au mois de mars, on fêtera en quelque sorte le 4e anniversaire de la mise en place du dispositif de formation des forces irakiennes. Donc là-dedans, après, que donneront ces discussions militaires? Au nom des principes que je vous ai évoqués juste avant, vous comprendrez que je ne pourrai rien vous en dire. En tout cas, il y a une question qui était posée par Dart Jar, qui nous disait « Les États-Unis s'en vont de la Syrie, mais où sont les armées européennes ?» L'Union européenne est quand même beaucoup plus proche de la Syrie que les Américains. Aujourd'hui, la seule armée européenne qui est proche sur ce théâtre, en tous les cas principalement, c'est l'armée française. Surtout depuis le Brexit et depuis que la Grande-Bretagne a décroché, en tout cas temporairement, enfin s'est mise entre parenthèses au niveau militaire et diplomatique, oui. Merci beaucoup Isabelle pour cette réponse, pour ces précisions. Le réveil des armées, justement, c'est votre livre à lire avec une préface de l'ancien chef d'état-major des armées, le général Bintéja, et c'est chez Lattès. Les vainqueurs, comment la France a gagné la Première Guerre mondiale, c'est chez Talandier et c'est le dernier livre à lire du colonel Goyam. Il faut aller tous les lire, notamment précédent, c'était Sous le feu. Oui. Et également à lire aussi, il n'était pas là, mais il regrettait bien de ne pas pouvoir venir aujourd'hui, le dernier livre du général Vincent Desportes, Entrée en stratégie, et c'est chez Robert Laffont. Vous restez avec nous sur lefigaro.fr. Dans un instant, le talk, l'invité est François Asselineau. Et puis ce soir, ici même, le point de vue est présenté par Marie-Amélie Lombard, avec en plateau notamment Alexis Brézé et Olivier Duhamel, suivi de la chronique hebdo d'Éric Zemmour. Demain, on revient sur une autre polémique, la privatisation des aéroports français, en particulier ADP. Bonne ou mauvaise affaire? Eh bien, dites-le nous, répondez à nos questions. J'attends vos réactions, vos commentaires, vos questions. Rendez-vous demain à 11h11, c'est sur Figaro Live.